Bonjour tout le monde! La dernière fois, nous avons vu la Révolution et ce qui a conduit à la mort du roi. Voyons maintenant ce qui se passe après cela. Vous êtes prêts? C'est parti! Après la mort du roi, un tribunal révolutionnaire est installé ainsi qu'un comité de salut public dominé par Danton et Robespierre. Deux partis politiques s'opposent, les Montagnards, députés qui siègent en haut de l'Assemblée, et les Girondins, députés de la Gironde. C'est un peu la gauche et la droite d'aujourd'hui. Au départ, alliés de Robespierre, les Girondins finissent par s'opposer à lui, ce qui les conduit à la mort, entre le 31 mai et le 2 juin 1793. Afin de mettre en place un gouvernement strict, une loi est mise en place le 10 juin 1794 afin d'instaurer la Grande Terreur. La population vit dans la peur et la guillotine fonctionne à plein régime. Danton, au départ favorable, veut y mettre fin, mais son ami Robespierre le fait guillotiner. Le 27 juillet, Robespierre finit par être déclaré hors la loi et est exécuté à son tour le 28 juillet, mettant ainsi fin à la terreur. Un nouveau gouvernement est mis en place en 1795, le Directoire. Mais celui-ci doit faire face à son impopularité, aux difficultés économiques et au retour des royalistes. Ce gouvernement met en place des républiques sœurs sur les territoires occupés par les Français. Un des directeurs veut changer le système et s'allie à un général corse très populaire, Napoléon Bonaparte. Tous les deux font un coup d'État les 18 et 19 Brumaire de l'an 8, 9 et 10 novembre 1799. Une nouvelle constitution est faite, donnant le pouvoir aux 3 consuls et 4 assemblées se répartissent les pouvoirs. C'est le consulat. La révolution est désormais terminée. Bien que les pleins pouvoirs appartiennent aux 3 consuls, c'est Napoléon qui détient la réalité du pouvoir, et c'est pourquoi en 1802, il devient consul à vie. Mais cela ne suffit pas à son ambition, et le 2 décembre 1804, il se fait sacrer empereur à Notre-Dame de Paris. Il devient Napoléon Ier et instaure l'Empire. L'année 1804 voit aussi naître un document juridique utilisé encore aujourd'hui, le Code civil, un ouvrage regroupant les lois liées aux droits des Français. Afin de légitimer sa position, Napoléon commande au peintre David un tableau du Sacre qui est une œuvre de propagande en 1806. En 1812, Napoléon contrôle la quasi-totalité de l'Europe et il place des hommes de confiance ou des membres de sa famille à la tête des différents pays. La Prusse, l'Autriche et la Russie sont désormais des alliés. Mais un sentiment anti-français émerge et pour lutter contre les Anglais, Napoléon ordonne un blocus à toutes les nations. Cependant, la Russie n'y tient pas. Pour contraindre l'empereur russe, Napoléon lance la campagne de Russie en 1812 avec 400 000 hommes. C'est un échec pour Napoléon qui revient avec moins de 50 000 hommes. Et suite à cela, en 1814, la France est envahie par les armées européennes. Il perd, la monarchie est restaurée et Napoléon est exilé sur l'île d'Elbe. Cela ne l'arrête pas, puisqu'il reprend le pouvoir pour 100 jours le 1er mars 1815, aux grandes dames des monarchies européennes. L'affrontement final aura lieu à Waterloo, le 18 juin 1815. Napoléon, affaibli, ne réussit pas à sortir vainqueur, et il est contraint d'abdiquer une seconde fois le 22 juin. Il est exilé sur l'île Sainte-Hélène et ne reviendra pas. La France retrouve ses frontières de 1790, et Louis XVIII reprend le pouvoir. Petite anecdote, saviez-vous que lors du sacre de Napoléon, sa mère avait refusé d'être présente, ce qui a contrarié le futur empereur. Et pour corriger cela, il a ordonné à David de représenter sa mère bien en évidence sur le tableau. C'est l'ère du moyen mémotechnique. Pour reprendre les points importants, essayez ceci. Napoléon, N pour campagne de Russie, A pour Waterloo, P pour empereur, O pour code civil, L pour Elbe, E pour sacre, O pour consulat et N pour Sainte-Hélène. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous dis à bientôt pour un nouveau résumé.